d'ailleurs, David Lépée va nous parler du syndrome de Saturne et ce qu'il appelle, lui, le premier cercle des courtisans. C'est une théorie très intéressante. Il a fait d'ailleurs une conférence au Parlement européen sur ce sujet, du wokisme qui va leur péter à la gueule. Souvenez-vous, il y a 10 ans, les amis, il y a 10 ans, même pas, 7 ans, la théorie du genre n'était qu'un fantasme de l'extrême droite. J'ai eu cette conversation avec David Lépée. David Lépée, est-ce que tu es là ? Non, je pense que lui, il est en stream, et puis il y a un retard, donc tout d'un coup, 20 secondes après, il va dire « Ouais, je suis là ». Mais viens seulement arriver là-dessus. La théorie du genre n'était qu'un fantasme de l'extrême droite. Regardez maintenant, on a des dragues qui twerkent. Donc, c'est la théorie un petit peu de la grenouille dans la casserole où tu fais monter progressivement la température. Je lui dis, il y a 7 ans, il y a 10 ans, c'était un fantasme, la théorie du genre. Je veux dire, maintenant, il n'y a pas une émission sur Combini, enfin, il n'y a pas un post sur Combini ou sur Slate qui ne parle pas de ça. Sous-entendu, maintenant, il faut combattre ceux qui sont contre. Mais j'ai envie de leur dire, non mais les gars, donc faites le lien. Je vous dis, c'est des jalons de conscience, ces apocadrilles. Moi, je vous l'annonce, puis ça, c'est un argument que vous pouvez balancer à ceux quand vous êtes à une table avec des potes où on n'est pas tous d'accord, vous balancez ça. Vous vous souvenez de lapsus. Vous vous souvenez de la théorie du genre ? C'était un fantasme d'extrême droite. Puis maintenant, bon. David, est-ce que t'es là ? Ça fait chier que David soit pas là, putain, parce qu'on en a parlé, c'était hyper intéressant. Bon, David, pourquoi ? Je t'ai mis une petite track, maintenant t'es là. Écoute, j'ai fait des tunnels, j'ai fait des trucs. À la base, je voulais te dire que ça me fait très plaisir que tu sois là. J'ai coupé là sur Estelle. Est-ce que tu connais d'ailleurs cette Estelle ? Estelle qui ? Marie-Estelle Dupont, pardon. Ah oui, oui. Non, je la connais pas, non. Mais toi, le jour où tu as une conversation et des contacts, on va dire même, rien qui se pistolaire avec elle, vous allez complètement... Bon, elle est déjà prise, donc tant pis pour toi, parce que toi, tu es libre, hein, si jamais je le dis. Il y a quelques femmes dans la mysticosphère qui écoutent, qui aiment les gros cerveaux, parce que la partie érogène la plus grande, vous savez très bien que c'est le cerveau. Attention, David, il nous la fout profond à tous. Voilà, on a un martèlement d'une thèse. Et ça tombe très bien, parce que sa théorie, je la trouve très forte. Vous avez maintenant dans les écoles ces histoires de la transidentité et du LGBT. On n'a pas encore à l'école l'histoire qu'on a quand même des tutos à l'école pour foutre de hijab pour le faire à Sailor Moon, ça peut-être ça arrivera. Mais en tout cas, ça arrive au même moment que dans les écoles, on n'a plus la dissertation. Donc on n'a plus la capacité de faire une antithèse des thèses. Donc il y a normalement thèse, antithèse, synthèse, on peut même être d'accord au final, mais on a quand même passé par un processus dialectique où on a quand même pris certains arguments qu'on a évités. On retourne à la même... Ou alors on fait thèse, antithèse, synthèse et on est complètement en contre. Mais là, il n'y a que de la thèse. Donc que de l'idéologie. Donc j'ai fait le lien entre nos amis salafistes, nos amis musulmans, des fois, qui nous cassent les couilles, parce que même si j'aime beaucoup certains potes soufis avec qui je parle justement de Guénon, ils me cassent les couilles parce que je vois qu'il y a un problème dans leur logiciel. Et puis, les LGBT. Mais maintenant, David, vas-y, je te laisse parler parce que je sais que tu as plein de choses à me dire. Oui, c'est difficile de faire la transition avec ça. Je sais pas, j'ai pas la réponse à ta question, à savoir pourquoi il n'y a plus qu'une thèse et plus cet ensemble dialectique thèse, antithèse, synthèse. C'est peut-être pas sans rapport avec le fait que dans les milieux et les institutions où on est censé apprendre ça, les lycées et a fortiori les universités, il y a plus de place que pour une doctrine, que pour une thèse, étant donné que la rationalité même est associée à un produit purement occidental, leucoderme, virilo-patriarcal, tout ce que tu veux, et qu'il n'a plus aucun caractère d'universalité, hein, selon le wokisme. On le voit très bien dans la fameuse vidéo là sur l'université d'Evergreen, à savoir que quand on essaye de répondre à ces gens-là, c'est-à-dire de répondre à leur thèse par une antithèse, l'antithèse n'est même pas reçue parce que le fait d'argumenter, de rationaliser, d'objecter, est considéré non pas comme un logos universel qui nous permettrait, malgré nos différences de culture et d'opinion, de converser ensemble sur une base courtoise et égalitaire, mais déjà comme une forme d'oppression. C'est mon logos blanc contre ton ressenti de victime. Exactement. La cartouche a fait ce constat. La cartouche s'est retrouvée à Genève avec des féministes qui venaient gueuler parce que le mec avait fait cet ouvrage qui s'appelle, je sais plus, un truc sur le sexe là, mais comment il s'appelle ? C'était oui, j'ai entendu parler. Ouais. Et que les gars, alors le mec il a dit alors venez, plutôt que maintenant empêcher le cours, ok, je vais pas faire mon séminaire, mais venez, on va discuter. Et les gars, ils étaient là. Alors, elles avaient réussi leur coup.
Et le cours était annulé, le séminaire était annulé. Mais dites-moi dans le chat, qu'est-ce que c'était ce livre? Je crois que c'était Le sexe général ou un truc comme ça. Un truc justement qui parle de manière très subtile de la construction de cette déconstruction. Donc il explique très bien la normalité, l'idée qu'il n'y a pas de normalité. Bref. Les gars, ils se sont retrouvés devant lui, qui était ouvert au dialogue. Non! Parce que vous allez gagner avec vos arguments et puis du coup, vous allez nous dominer. La domination, c'est patriarcat. C'est l'argument texto que m'a raconté La Cartouche. D'ailleurs, je me réjouis un jour de l'avoir aussi et faire un live avec toi, La Cartouche et d'autres amis philosophes. Vas-y, je te laisse continuer, David. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, au cours de cette manifestation à laquelle tu fais référence, enfin en tout cas d'après un article de presse que j'ai lu qui en parlait, les manifestants se sont attaqués au conférencier en lui disant clairement que son livre il l'avait pas lu parce que c'était de la merde. Donc il n'y a même pas l'idée de poser un argument à un autre, mais de condamner a priori, hein, c'est toujours comme ça qu'on arrive aux autodafés, ça sent le papier brûlé de plus en plus, et ça c'est embêtant parce que à ce logos qui nous permettrait de discuter tous ensemble, on oppose autre chose qui est le contraire de la raison, qui est le ressenti. Puis le ressenti, je dis pas qu'il vaut rien, mais il est quand même beaucoup plus relatif, beaucoup plus subjectif. Et puis, s'il suffit que quelqu'un se sente offensé pour qu'il y ait offense, alors effectivement, on peut plus dire grand-chose parce qu'il se trouvera toujours, à tort ou à raison, avec bonne ou mauvaise foi, quelqu'un pour mal prendre quelque chose, quoi. C'est un truc de malade. Alors, moi, ces mecs qui font les malins puis qui viennent emmerder un amphithéâtre ou un séminaire d'université, je leur ai dit. Et j'ai dit ça à tous mes potes galeristes, artistes. Je les check. Et même mes potes qui bossent pour la RTS, pour Red Bull, qui font des trucs de malades avec des comptes Instagram à 300 000 abonnés. Hein. Ils font pas, les mecs, ils nous la foutent profond. Ils font des trucs, ils ont des drones à 50 000 balles, ils maîtrisent, ils travaillent pour Eurosport. Donc, le monde du spectacle et le monde de la culture. La télévision et les planches et les galeries. Là, ça fait 3 semaines, je les chope un par un et je les mets en PLS. Ils savent plus quoi dire. Je vous dis les arguments que je leur balance. Je t'en ai parlé, David, et toi, tu vas me parler de cette théorie du syndrome de Saturne et du premier cercle des courtisans. Tu me l'as théorisée, je la trouve géniale. Moi, je voulais la faire à la Mondrille. J'arrive vers eux, puis je leur fais comme ça. Moi, j'ai mon pote, là, un directeur du Centre d'art contemporain de Neuchâtel. Je le vois, puis je fais, tu sais quoi, mec? On s'entend bien. Hein. On était collègues à l'époque à l'école, où j'enseignais là. Je lui fais, vous savez quoi, ça va vous péter à la gueule. Ça va vous péter à la gueule. Puis les gars, quoi? Mais putain, vous êtes complètement sur un iceberg qui est en train de se détacher, puis vous vous rendez même pas compte. Le mec, en plus, je l'ai croisé, il allait à une conférence sur la décolonisation des objets dans l'art contemporain et dans l'art tout court. Je lui fais, bon, il y a qui? Il y a qui? Je veux pas la liste, je veux au niveau, un peu à Manuel Valls. Il y a des blancos, il y a un peu plus de blancos. Donc, un entre-soi de Baptou qui viennent payer avec nos impôts, se retrouver dans des conférences chauffées dans des super lieux, dans des musées, je ne citerai pas lequel, pour parler de la décolonisation des objets d'art. Je lui fais, tu sais quoi? Ça commence. Puis il était là, ouais. Il va être très bien de quoi je parlais. Parce qu'il mate mes stories, puis il sait très bien mon idéologie. On va venir leur péter les couilles parce que mes potes artistes, je parle des normaux, hein, c'est des putains de cisgenres blancs en fait. Et le fait même qu'ils soient cisgenres blancs hétéronormés, on va leur dire, mais en fait t'as pas eu d'expérience machin, comment tu peux parler de ça vu que tu... Donc les gars, ils vont eux-mêmes se soumettre à proposer des événements culturels sous cette doctrine-là, mais le fait même qu'il ne fasse pas partie de ça, un peu comme Tom Hanks qui a dû s'excuser, je vous le dis chaque fois cet argument, qu'il a fait Philadelphia, puis qu'en tant que non-gay, il aurait jamais dû faire ce rôle de gay. Moi je dis, les gars, ça va vous péter à la gueule. Parce que vous croyez que vous êtes dans le bon camp, mais il n'y a pas de camp, il n'y a que la dissolution, il n'y a que l'éclatement, il n'y a que l'atomisation. Donc t'es là comme un connard à penser que tu fais bien à mettre des gros articles, on voit ta gueule avec le drapeau LGBT, tu sais, je les reconnais, mes potes, ils ont le putain de badge là, violet, avec le point là, puis le symbole féministe. Je dis, mais t'es hétéro, tu crois que tu vas faire ça, tu crois que ça va marcher? Mais ça marche maintenant, mais dans 5 ans. Mais ça, puis ça je leur dis, ça c'est la première tenaille. Vous savez, c'est toujours mes théories des tenailles. C'est comme dans le truc que j'ai fait avec Kilo sur les NFT, c'est des tenailles. Avec les boomers. Ça, c'est une autre tenaille. C'est la tenaille de la normalisation. Ça va vous péter à la gueule. Vous êtes... Quoi, t'as pas des toilettes non genrées? T'as pas des machins? Ça va à chaque fois aller plus loin. Tu pourras pas. Même si chaque fois, tu seras toujours avec le train de retard.
Donc, il y a ceux qui vont de toute façon toujours faire du gapping, se pencher en avant, puis accepter toutes les queues, puis encaisser. Mais à un moment, tu peux plus. À un moment, ça fait quand même mal. À un moment, on dit arrêtez, aïe monsieur, mais aïe, arrêtez. Puis non, tu pourras plus, ce sera trop tard. Puis le pire, j'ai vu des autres potes, comme je vous disais, qui eux font de l'image, qui travaillent pour Eurosport, qui font des trucs pour Red Bull. Je leur dis, si de toute façon, on va pas te faire chier parce que, bon, hétéro, blanc, cis, machin, et puis t'es un privilégié, on va te faire chier, on va choper ton Instagram. J'imagine une dilution des réseaux sociaux. Par quoi? Par un signalement de vertu. C'est-à-dire que les mecs, tu vois toutes ces photos de merde que tu fais en Thaïlande, ces photos de merde que tu fais avec des petits blacks en Afrique, tout sympa, aussi gentil que tu voulais être dans ton truc d'ONG, machin, on va te ressortir. Eh mec, tu bosses dans les ONG depuis 10 ans, ouais, c'est quoi ta compensation carbone? Et puis les mecs, quand je leur dis ça va vous péter à la gueule, c'est que par tous les niveaux, admettons que vous arrivez à vous dire, puis que vous faites un coming out, puis que c'est bon, on vous accepte dans la communauté des dégénérés, comme dirait notre ami Salim Laibi. Salim Laibi, je dis pas que c'est des dégénérés, hein. Je dis pas ce que j'ai pas dit. Eh ben, les gars, on va leur faire chier avec l'écologie. Et du coup là, ce sera dead, parce que tout le monde va prendre pour son grade. L'écologie de salon, on va être foutu, parce que quoi que tu fasses, tu vas être pris dans le discours du méchant. Et puis toujours les blancs, hein. Parce que par contre, il n'y a pas, je veux dire, les mecs, s'ils font 25 allers en retour en Zodiac pour venir à Lampedusa, pour une fois y arriver, au niveau pollution, c'est pas top. Mais ça, on va jamais leur reprocher. Maintenant, David, tu connais cette théorie, je te l'ai balancée quand on était à Lausanne ensemble. Balance-moi, parce qu'il y a quand même un espoir. Je vous dis ça, putain, mais c'est horrible. C'est vrai, Mondril, t'as raison. Ça va leur péter à la gueule. Mais en même temps, ça leur pète à la gueule entre eux. C'est ça que je leur dis. Et toi, tu l'as théorisé très très bien. C'est entre eux que ça va leur péter à la gueule. Parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette, puis au final, c'est à qui c'est qui n'est pas assez progressiste. Vas-y David, je te laisse. Oui, bah c'est exactement ça qui va arriver, qui est déjà en train d'arriver. Alors oui, c'est une expression que tu as utilisée, que je prenais un petit peu faute de mieux. J'appelais ça le syndrome de Saturne. Bah, il y a quelques jours, tu t'en souviens, on était ensemble chez une dame, et dans son intérieur, il y avait un tableau, une représentation de Goya qui représentait justement cette toile très gore de Saturne mangeant ses enfants. C'est un symbole qui a été repris souvent en fait pour parler des révolutions politiques à partir du 19e, notamment, enfin même du fin 18e avec la Révolution française, où on a vu qu'il y a toute une dialectique de purges successives en fonction ou de radicalisation diverses ou alors de retournement de direction, à l'issue desquelles non seulement on guillotine un petit peu tout le monde, mais on guillotine en priorité, non pas forcément ce qu'on appelle les contre-révolutionnaires, mais les révolutionnaires de la vague précédente. On a vu ça notamment pendant la révolution russe, les fameux procès de Moscou, comment dire, les gens sur le banc des accusés, c'était avant tout des bolcheviks, et des bolcheviks de la génération Lénine, etc. Donc entre gauchos, ils se sont défoncés. Vas-y, continue. Voilà, c'est un système de purge sous prétexte de purification. Alors en partie, il y a des esprits assez fanatisés qui croient effectivement à cette purification par le sang. En grande partie, plus bassement, ce sont des manœuvres politiques où un clan veut chasser l'autre du pouvoir. Encore récemment, moi je vois en Chine, que je connais un peu, quand le représentant d'un clan monte au pouvoir, il balance les autres pour corruption, etc., etc. Alors on dit tiens, le droit et la justice reviennent en force, certes, mais en général il s'agit d'affaiblir le clan d'en face. Bon bref, pour dire qu'il n'y a pas que dans les situations révolutionnaires que ça arrive, mais dans le wokisme, qui est aussi en un certain sens une révolution, encore que contrairement à celle que j'ai citée, c'est une révolution sans peuple, hein, petit détail qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sujet historique du wokisme n'est pas un peuple, ce sont une addition de communautés, de minorités abstraites qui de toute façon n'ont pas grand-chose en commun, n'en déplaise au discours intersectionnel. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Eh ben oui, il y a une purge permanente comme. Vas-y, la purge permanente. C'est incroyable. Oui, on l'a tous vu avec la meuf de Combini. Cette meuf qui pendant 10 ans, déjà dans les années 2010, a voulu faire la youtubeuse entre guillemets extrémistes. Eh ben ça leur pète à la gueule à eux avant nous, parce que nous on est hors cas, comme dirait Jean-Marie, c'est même plus du dérapage. Cette meuf de Combini, pendant 10 ans elle a fait de l'extrémisme youtubesque, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc elle avait sur le site qui s'appelait Tajoui, elle avait 300 000 abonnés sur Instagram, et qu'est-ce qu'elle a fait cette meuf? Elle a voulu couper des beats, elle a voulu être hyper agressive, la grosse féministe, en mode anti-beat, je suis Gwyn, anti-beat, je suis Gwyn, ok, tu fais ça pendant 10 ans, ben qu'est-ce qui se passe grosse conne? Elle s'est retrouvée avec maintenant les trans
qui disent quoi, tu parles pas de zizi, mais bordel, moi c'est pas un zizi identifié comme homme, c'est un zizi identifié comme femme. Un peu comme les hyènes qui ont des clitoris géants, on dirait des bites, on n'arrive même plus à les reconnaître. Bref, on en a là, c'est des hyènes entre eux. Les gauchistes, les amis, retenez bien ça, s'il y a un truc à capturer de cette émission, qu'à foutre sur Tinder, à foutre sur Twitter, c'est ça. Ce sont des hyènes en rut folle. Ils vont se retrouver dans une merde parce que la meuf de Combini, elle est 10 fois plus dans la merde que Polony. C'est ça qu'essaie de vous dire David. Polony, elle balance des punchlines de malade, ou notre chère Marie-Estelle Dupont, elle balance des merdes, mais voilà, elle a quoi? Elle a 40, allez, elle a une cinquantaine de connards sur Twitter qui vont un petit peu l'emmerder, c'est tout. Mais quand t'es dans le milieu, quand t'es dans les hyènes, et que tu fais une connerie, c'est pour eux, c'est pour ça que je l'ai dit à mes potes, et quand tu leur dis, quand vous avez des potes gauchos, balancez-leur cet argument, ils vont changer, ils vont devenir blancs, parce qu'ils le savent au fond d'eux, ils ont fait le sacrifice, ils se sont trahis, un peu comme Jésus qui aurait accepter la tentation du diable, soumets-toi à moi et tu auras tous les... C'est la deuxième tentation dans le désert. Eux, ils l'ont faite. Soumets-toi à mon monde et tu auras tous les bénéfices du monde. Et ben, ces trous du cul, ça leur tombe, ça leur pète à la gueule. Parce que maintenant, et ben la meuf là, avec son Insta à la con qui voulait couper des bites, et ben elle se retrouve avec des trans, avec des menaces de mort, avec des trucs où elle est en PLS mental, elle doit prendre des cachetons, elle a voulu faire la youtubeuse extrémiste, elle a l'extrême, elle a voulu jouer avec le feu, et le feu lui revient à la gueule, alors que nous, on est hors piste, comme disait justement... Jean-Marie, c'est même plus du dérapage, on est hors piste, donc au final, moi que j'ai comme 2-3 connards qui me strike mes stories, je m'en fous, je crains pas grand chose, tandis que eux, quand ils feront une connerie, ça va être d'une violence. Regardez un vegan qui tout d'un coup se fait choper à boire du lait, il est défoncé par sa propre communauté, et c'est ça, et ça un message d'espoir. Je suis excité ce soir, mais je suis tellement content parce que j'ai enfin trouvé un argument grâce à David Lépée qui vous explique ça mieux que moi de manière calme, mais c'est très bien parce que c'est comme ça que ça va leur péter à la gueule. C'est même pas une question de démographie, j'ai vu, je l'ai pas affiché, tu vois la démographie par peuple, là il y a une statistique des trucs LGBT. T'as à 80%, je crois, enfin non, pas 80, mais 70, l'Occident. En tout cas bon, blanc. Après, il y a quand même pas mal d'Africains, il y a les Sud-Américains, machin. Et tout en bas, il y a l'Asie. L'Asie, paradoxalement, elle est pas trop concernée par ces trucs LGBT. Après, vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'on prend la Thaïlande ou pas? Enfin bref, ça c'est un autre problème, nos chers ladyboys. Mais démographiquement, leur histoire, ça va de toute façon se régler. Donc, ils font pas les malins et en plus, ils en font pas des gosses. Donc, c'est très bien. Mais là où ça va leur péter à la gueule, c'est entre eux. Et moi, je jubile de les voir maintenant se foutre sur la gueule entre eux plutôt que nous attaquer nous. Parce que nous, on fait rien de mal. Nous, on veut faire de la permaculture. Nous, on veut relire les anciens. On veut parler de romantisme noir. On veut parler de mystique. Et puis, on se fout sur la gueule entre les gnostiques, les guénoniens et tout. Mais eux, je vous dis, les gars, je te laisse continuer avec ce thème. Alors, parle-moi du premier cercle des courtisans, David. Oui, mais peut-être avant de continuer, pour pas que le temps passe sans que les questions soient oubliées, quelqu'un voulait intervenir, donc on va peut-être lui donner la parole. Excuse-moi, t'as raison, ouais. Oui, je voulais juste poser une petite question à David, mais c'est parce que ça va dans le sens, à mon avis, de ce qu'il disait. Est-ce que tu penses pas, justement, David, que on pourrait faire un parallèle entre tous ces mouvements actuels woke, intersectionnels et compagnie? Parce que tu sais, tu disais c'était des toutes petites minorités, c'était une révolution sans peuple. Et moi, ça me fait un peu penser aussi à, tu sais, tous les courants de gauche, enfin dits de gauche ou crypto-communistes, anarchistes que tu avais dans les années 1880-90 et qui en fait ont fini par se faire dévorer par le mouvement majoritaire communiste parce que justement lui il avait la base ouvrière derrière lui et que du coup c'était une révolution avec un peuple qui a fini par manger tous les petits trucs, tous les petits courants un peu farfelus qui traînaient dans ces courants de pensée, et à la fin ça a fini par faire une espèce de pas de synthèse justement, mais de remplacement par le courant majoritaire. Et en fait, je pense que c'est une analyse qui a déjà été faite, mais ça se voit par exemple avec tout ce qui est France Insoumise et compagnie. On se demande un peu comment ça va se passer le jour où il y aura le courant majoritaire qui est soutenu par la base musulmane, qui va peut-être un peu dévorer tous ces mini-courants minoritaires qui sont représentés à chaque fois par trois pélos, quoi. Oui, ça c'est possible. La grande différence, c'est que dans l'exemple historique que tu donnes, par exemple, comment les petits mouvements anarchistes et autres se sont fait finalement phagocyter par exemple le bolchevisme,
il y avait il y avait beaucoup de différences idéologiques et d'échelles, mais malgré tout, il y avait quand même certaines similarités, certaines solidarités. On disait, voilà, on a des variantes du socialisme, des variantes de la pensée révolutionnaire, alors qu'il n'y a pas d'équivalent de mouvement de masse en rapport avec le wokisme, parce que c'est contradictoire avec le projet même du wokisme. Si le wokisme se fait déborder par un mouvement populaire, je ne sais pas, type gilet jaune, ou par un mouvement du type de l'islam, dans les deux cas, il n'y a pas qu'une différence de degré, il y a une différence de nature, une différence de programme, donc il se fera même pas récupérer, il se fera même pas bouffer, il se fera plutôt écraser. Ça c'est complètement différent, parce qu'on est passé dans le programme de la gauche, d'une classe ouvrière qui a beaucoup déçu, donc à un prolétariat de substitution qui était relativement massif encore, parce que ça pouvait être, par exemple, toute la question de l'immigration, ça représente quand même pas mal de monde, mais même ça reste encore trop beauf, ça reste encore trop réac, et de fait, ça l'est effectivement. Et du coup, on va le remplacer par un autre prolétariat de substitution qui n'est plus prolétaire du tout d'ailleurs, mais dont on ne peut pas faire une base historique. C'est pour ça que on a toujours le terme de sujet historique en sciences politiques. Voilà, le sujet historique du communisme, par exemple, voilà, c'est la classe ouvrière, par exemple. Il n'y a pas de sujet historique au wokisme, pas en tout cas de sujet assez homogène et stable pour en faire un projet politique réel dans les urnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en réaction, c'est un mouvement très antidémocrate, politiquement antidémocrate, parce que le peuple, c'est beauf, c'est mal, c'est ringard, c'est réac, etc. Et philosophiquement, cet antidémocratisme, il se manifeste dans ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire le refus du dialogue et par extension le refus de la rationalité comme base commune au dialogue. Donc il n'y a pas d'espoir que ça fonctionne et qu'il y ait une masse critique, tout simplement parce que le programme de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire de vouloir dire, voilà, on est à l'intersection de plusieurs oppressions, quand on est à la fois femme, transgenre, musulmane je sais pas, unijambiste par exemple, en réalité, non, parce que la plupart du temps, ces minorités, qu'elles soient victimisées ou non, se confrontent et ne cumulent pas leurs causes. Donc je ne serais pas inquiet de ça, parce que même si tu donnais l'exemple de la France insoumise, la France insoumise actuellement n'a pas du tout la base pour devenir un mouvement de masse. Si demain elle l'avait, ce serait en se réalignant sur une base populiste, donc ça les éloignerait d'autant du wokisme. Donc la comparaison a ses limites, mais comme l'a dit quelqu'un dans le chat avant, quelqu'un faisait remarquer en disant moi je suis à Paris, les woke on les voit jamais dans le réel, on les voit que sur internet. C'est vrai, moi je suis en Suisse, dans ma cambrousse, je les vois pas non plus. Mais attention, parce que c'est une illusion d'optique, on part du principe que comme c'est ultra minoritaire, il va rien se passer puis qu'on n'a rien à craindre. Mais si actuellement les universités sont sous la coupe woke, que les médias diffusent 24 heures sur 24 un message woke et que les lois, notamment européennes, mais également les lois nationales, sont imprégnées de wokisme, c'est bien la preuve que c'est pas le nombre qui fait la loi, que c'est pas la logique démocratique ou on va dire arithmétique qui l'emporte, mais que c'est un jeu de minorités agissantes et qu'à défaut d'avoir une pensée unique, elle l'est certes pas, on a une pensée dominante. Donc il n'y a pas besoin que vous soyez entouré de woke, ni même que vous en ayez jamais croisé un dans votre quotidien d'hommes et de femmes ordinaires, pour qu'il exerce une emprise. Et c'est là où il faut se méfier des illusions. Vous êtes peut-être tous contre, mais ça, ils n'en ont rien à faire parce que ce n'est pas une logique démocratique. En fait, ce que je voulais dire, mais je l'ai peut-être dit un peu maladroitement, c'est que, en effet, tu as tout à fait raison. Il y a moins de correspondance entre les mouvements anarchistes et les mouvements bolcheviques et communistes que entre les woke et avec les mouvements, par exemple, plus ou moins islamiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je pense quand même que les woke font un peu le lit de mouvements qui, quand bien même ils ont très peu de points communs avec eux, finiront par les remplacer. Mais donc du coup c'est un peu ce que tu viens de dire aussi. Oui, mais ils risquent de nous remplacer nous-mêmes aussi. C'est vrai. Moi, je te rejoins avec un effondrement de toute façon qui est prévu. Total, une collapsologie à mon avis, je vais pas faire le catastrophiste, mais là, vu comme ça part en couille, effectivement avec un effet de domino, et on pourrait imaginer que à Davos, ils sont en train entre guillemets de
de préparer pour leur prochain. Eux, de toute façon, ils tirent leurs épingles. Là, ils rigolent. Ingénierie sociale, on leur faut un petit peu de PD, de machin, c'est encore du niveau 0. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. On pourrait imaginer que dans un chaos vraiment total planétaire de manque de ressources, et de toute façon, ce que l'explique très bien le crépier japonais, c'est que là, si maintenant on a la Chine à dos, et puis qu'on dit, ouais, comme avec l'économie russe, les gars, on va maintenant, on va les mettre à genoux, et qu'on va faire la même chose avec la Chine, puis que la Chine, elle nous file pas nos iPhones, nos écrans plats, nos terres rares et tout, on se retrouve, mais très vite dans une espèce de, non, je ne parle pas de guerre civile, mais d'effondrement technologique où notre point fort devient imprenable. Et effectivement, en 20 ans, tu règles un problème énorme de surpopulation. Puis après, avec le peu qui reste, qu'elle soit musulmane, machin, effectivement, on pourrait imaginer qu'il reste un petit peu de mahométans dans des ruines un peu, ça fait scénario de jeu vidéo, hein. Et puis t'as quelques communautés qui restent d'humains, et puis de toute façon eux ils s'en foutent de la masse. Il y a l'intelligence artificielle, il y a les robots, et puis c'est un scénario assez Mad Max, mais moi j'ai déjà réfléchi à cette problématique de la démographie. Effectivement, c'est pas l'enjeu c'est le contrôle total des ressources et de la technologie. Et les woke l'ont. Donc, ils le comprennent par leur corps, en fait. Et c'est pour ça qu'ils se le modifient complètement tout le temps et qu'ils essayent de trouver des technologies sur ça. Ils le comprennent inconsciemment que c'est comme ça qu'ils vont survivre, en fait. Qu'est-ce que ça t'inspire, toute ma logorée, ma mystique? Parce que je sais que David, toi, t'es pas dans notre camp pour ça. Mais ça t'a plu ou bien? Oui, bien sûr. Comme la poésie des mots, que mon petit esprit bassement matérialiste perçoit la beauté de l'image sans saisir l'essence du concept. Mais disons, toutes ces thèses ont pour point commun, et ça c'est assez réaliste, que, comment dire, face au wokisme, il y a aussi une solution à laquelle on pense jamais, mais c'est pas la meilleure parce qu'elle est dangereuse, mais c'est celle de l'auto-extinction. Alors non seulement il y a l'autodestruction dont on parlait là, ce fameux syndrome de Saturne, mais tous les signaux sont au rouge en termes collapsologiques, hein, c'est-à-dire en termes de possibilité d'effondrement. Et c'est drôle, plus on se rapproche d'un rapport très matériel aux choses, qui est le rapport au manque, le rapport à la pénurie, le rapport au retour, à la fois au retour à une éventuelle violence, mais aussi un retour à un rapport très, très terrien aux choses, et plus eux tirent la corde dans l'autre sens, vers quelque chose de plus en plus abstrait, de plus en plus désincarné, mais après tout, c'est aussi ce que faisaient les théologiens d'une certaine époque quand ils dissertaient sur le sexe des anges, alors que la citadelle était assiégée par des armées, des troupes et des guerriers bien réels. Donc là, dans ce déni de réalité, non seulement à toute époque il serait ridicule, mais à notre époque il l'est plus encore, il est ridicule, dangereux et irréaliste, parce que j'ai l'impression que maintenant, en être humain lambda du début du XXIe siècle, on peut opposer à leur délire les conditions de notre quotidien, mais les conditions de notre quotidien, dans 20 ans ou 50 ans, elles seront peut-être encore plus... Alors, je ne veux pas dire matérialiste, parce que ça n'empêche pas d'avoir des pensées plus hautes et une certaine spiritualité, mais quand je dis beaucoup plus matérialiste, c'est-à-dire moins dans le secteur tertiaire, un peu plus dans le primaire, plus dans la production des objets et un petit peu moins dans l'économie des services, la revalorisation du paysan, de l'artisan consécutive à la crise, hein, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est très probable, et dans cette époque-là, très proche, le délire universitaire et intello des woke sera encore plus abstrait qu'il ne l'est aujourd'hui, la rupture sera consommée, et sans doute ils n'existeront plus, parce qu'eux-mêmes étant précarisés comme citoyens, comme êtres humains, devront aussi remettre la main à la pâte, à la bêche, à la pierre, et là, ce qui les guérira de ces abstractions, ce sera le retour au réel. Mais quand je dis que ce n'est pas la bonne solution, c'est d'une part parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la conjoncture, donc là on n'est plus acteur, on est spectateur, et d'autre part c'est un petit peu dangereux, et bon, déjà cette perspective n'est pas forcément souhaitable pour personne, hein. Mad Max c'est pas une utopie, c'est plutôt une dystopie, mais ce n'est pas souhaitable parce qu'on ne sait pas à quelle échelle de temps ça arrivera. C'est un petit peu comme je reviens au communisme, quand Marx analyse les processus du capital dans le livre Le Capital, il ne parle pas, ou du moins très peu, de la révolution anticapitaliste. Ça viendra plus tard avec le manifeste, etc. Il décrypte le capital et il dit, finalement, le capitalisme, si on le laisse faire, au bout d'un certain temps, mais ça, il est impossible de dire combien de temps, il va périr sous le poids de ses propres contradictions, parce que finalement, les grands groupes vont racheter les petits, ça va donner des oligopoles, des monopoles, le capitalisme va s'auto-bouffer, et finalement, il va se nier lui-même. Et c'est vrai. C'est la métaphore de la corde de pendu, là.
Ah oui, aussi un petit peu, c'est-à-dire les capitalistes sont tellement... Ouais, alors, sauf que dans la métaphore de la corde, qui vient de Mao, je crois, il y a quand même... Le révolutionnaire intervient quand même quelque part. Alors que dans la vision de Marx, il n'y a même pas besoin. En fait, la révolution est un détail parce que de toute façon, c'est pas les révolutionnaires qui vont renverser le capitalisme, c'est le capitalisme lui-même qui va comme on pourrait dire, se phagocyter, s'auto-bouffer. Seulement, si on part du principe que le capitalisme est une chose nuisible, qui nous fait du mal, ce qui est le point de vue de Marx, c'est ce qui est le mien, eh ben, c'est un petit peu difficile de dire, on va rester sur le bord du chemin et observer les gros industriels et les spéculateurs en venir aux mains en mangeant du popcorn et en faisant des paris sur qui est-ce qui va tomber le premier. Parce qu'en attendant, le système continue de faire du mal, il y a des générations sacrifiées. Le wokisme, c'est pareil. Je ne sais plus quel philosophe, assez jeune, quand on lui posait la question, êtes-vous inquiet pour vos petits-enfants? Il répondait, ah non, moi, pour mes petits-enfants, je crois pas, c'est pour mes enfants que je suis inquiet. Tu vois la nuance? C'est-à-dire que chasser le naturel, il revient au galop. Le wokisme, ça va pas durer longtemps. C'est comme la révolution culturelle en Chine, ça a été une tragédie. Peut-être que les gens ne devinaient pas que 50 ans après, tout ça serait disparu, ce serait même nié, on serait revenu à un ordre complètement différent. Mes ex-beaux-parents étaient gardes rouges dans les années 60 et 70, donc je connais un petit peu le sujet. Là, il va se passer la même chose. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour attendre que les choses se passent naturellement, parce qu'en attendant, eh ben justement, on a des enfants. C'est eux qui sont endoctrinés par l'école, c'est eux qui sont manipulés par les médias, etc., etc. Et même si nos petits-enfants auront peut-être une vie très saine dans les champs, à faire du sport et avoir des activités épanouissantes, eh ben en attendant, nos enfants, on n'a pas envie qu'ils deviennent aliénés, psychotiques ou qu'ils finissent par se faire mutiler les organes sur une table d'opération, quoi. Bon, alors, donc, l'attentisme n'est pas une solution. Ouais. Il y a du Mad Marx, ça j'ai trouvé drôle. Après, vous en êtes là, Macron, explosion. Putain, j'ai vu des gifs de ça m'a fait pleurer de rire. J'ai failli l'en mettre dans le zapping d'ailleurs. Bon, arrête avec Marx, tu l'as lu que lui ou bien... Ouais, bon, c'est le problème aussi de Cousin qui a lu que Marx et Engels. Je vous promets que notre ami David, non seulement il a lu beaucoup de choses, et en plus, en fait, on le dit pas assez, mais en plus, tu parles mandarin. Donc, t'es un mec qui a quand même, sur la question du socialisme, alors on ne partage pas du tout les mêmes idées, David, tu sais très bien, mais je t'aime pour ça, parce que j'aime un esprit de contradiction entre le mien et le tien que nous formons. Nous formons un seul être quand on communique, c'est bien. Et puis voilà, je t'ai tendu cette perche sur la théorie que je trouvais géniale, qu'on s'est retrouvé chez notre amie. Donc oui, elle s'est manifestée dans le chat chez notre amie, où on a vu ce magnifique tableau, cette reprod de Goya avec Saturne. Et salutations Patricia. Et du coup, il y avait l'idée du premier cercle des courtisans. On va clore par ça. On va clore par ça parce qu'effectivement, comme je disais, entre Caroline Fourest et Natacha Polony, paradoxalement, c'est Caroline Fourest qui en reprend plus plein la gueule par son propre camp que Caroline Fourest qui se fait attaquer par des woke. Que Natacha Polony, pardon, qui se fait attaquer par des woke. Saturne, il mange ses enfants, il mange pas ses arrière-petits-neveux ni les enfants de ses voisins. Enfin, ça peut venir aussi, mais c'est pas eux qui vont être dévorés en premier. C'est pour ça qu'il faut un petit peu se rassurer en disant que à peu près nous tous qui parlons et qui sommes connectés ici, je pense que on ne fait pas partie de ce que j'ai appelé le premier cercle des courtisans. Le premier cercle des courtisans, c'est ceux qui finalement ont tout fait depuis des années, depuis des décennies, pour montrer patte blanche et être des progressistes irréprochables. Ils en ont fait beaucoup plus que nous on n'a même pas essayé, mais il suffit d'une petite faute, d'un petit accès de déviationnisme, il suffit ça leur pète à la gueule. Voilà, c'est ce que il suffit de pas applaudir assez fort, ou d'applaudir à contretemps, ou de pas faire la bonne génuflexion, de pencher, de courber la chine à un degré insuffisant, etc., etc. Et ça leur pète à la gueule, comme les exemples que tu as cités, parce qu'aujourd'hui, dans le cas français, par exemple, celles qui s'en prennent plein la gueule, non seulement ce sont des gens de gauche, mais souvent ce sont des féministes. Tu as cité Caroline Fourest, je pense dans les personnes un peu plus âgées à Elisabeth Badinter, donc qui représente toute la tendance du féminisme républicain universaliste. Aujourd'hui, parmi les plus jeunes, je le vois notamment sur les réseaux sociaux, celles qui s'en prennent alors vraiment plein la gueule, c'est l'antenne française des Femen. Il y a une fille qui s'appelle Marguerite Stern qui vient de sortir un bouquin avec Dorian Muto. Il y a déjà un truc louche quand tu t'appelles comme ça. Oui, elle pourrait sortir cette carte-là, peut-être qu'elle le fera, mais je vois sur Twitter, mais
elle se fait, comment dire, diaboliser, nazifier, traiter de facho, mais bien plus souvent en une journée que nous en 10 ans, je t'assure. Et en sortant des choses beaucoup moins provocateurs ou problématiques, comme disent les woke, que nous. Mais seulement, c'est le premier cercle des courtisans. Tu as dit avant, à un moment donné, nous, on n'a pas trop à craindre parce que à leurs yeux, on n'existe presque pas. C'est-à-dire, on existe, mais on n'est pas vraiment humain. On est hors du cercle de fréquentation autorisée. On ne peut pas les décevoir parce que quand on ne peut pas être déçu par des gens dont on n'attend rien et dont on considère que de toute façon tout ce qui sort de leur bouche est vicié et de toute façon ils sont hors du cercle autorisé. On ne nous entend pas dans les médias. Donc finalement, cette pestilence nous donne une certaine liberté dont on profite, notamment sur Internet. Mais c'est peut-être de là aussi que viendra la résistance. C'est ce premier cercle où finalement des progressistes modérés, des représentants de la gauche historique, républicaine, post-révolutionnaire, etc., au bout d'un moment, quand on leur aura trop tapé dessus, et quand eux-mêmes feront l'expérience justement de la reductio ad Hitlerum, ils vont peut-être un petit peu regimber, se révolter. C'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis avec romancière là pour les gamins là, comme Harry Potter. Rowling. Les trucs, les menaces de mort qu'elle reçoit de la part de la communauté trans, mais ça dépasse en violence que nous on peut connaître dans nos petites querelles et nos petites polémiques. Donc là, à partir du moment où on touche à des gens qui non seulement sont riches et puissants, mais ont tenu pendant un moment le discours officiel et sont maintenant purgés comme déviationnistes, ces déviationnistes, ils ont peut-être pas encore dit leur dernier mot. Donc là, c'est la purge, comme on disait. Je sais pas ce qu'il en sortira, mais étonnamment, c'est quand on touche à leurs privilèges à eux que peut-être il y aura un retour de bâton. On verra. La purge du caca. Quelqu'un dit théorie de l'arroseur arrosé, c'est exactement ça, ouais. Ouais, les terfs qui n'en reprennent pas la gueule et tout. Tu sais, les terfs, c'est les pires. Là, voilà, c'est ça, les terfs. Alors en anglais, je sais plus, mais en français, ça veut dire littéralement les féministes radicalement anti-trans. Elles sont anti-trans dans la mesure où elles considèrent qu'un homme identifié comme femme ne devrait pas être incarcéré dans les prisons pour femmes, ne devrait pas avoir accès aux vestiaires pour femmes, ne devrait pas participer aux compétitions sportives pour femmes, etc. Voilà ce qui semble une évidence, mais il n'y a pas besoin d'être un grand conservateur pour le dire. Les féministes le disent aussi. Eh bien, c'est indicible encore plus dans leur bouche que dans la nôtre.